prématurité et retard de croissance intra-utérin. Première chose que je vais vous apprendre, c'est qu'en pédiatrie, tout est relatif à l'âge. L'âge, c'est déjà un symptôme. On parle de prématuré ou d'un retard de croissance quand c'est un nouveau-né, généralement, qui a un terrain. Il aura généralement des complications à court, moyen et à long terme. On commence par déjà le terme. Le terme normal des nouveau-nés, c'est de 37 semaines jusqu'à 41 semaines révolues, c'est-à-dire 41 semaines complétées. À partir de 42 semaines, on parle de post-terme. Et avant 37 semaines, on parle de prématuré. En général, on préfère quand le nouveau-né rentre dans la 41e semaine. Il rentre dans la 41e semaine d'aménorrhée. Un prématuré, c'est 36 semaines d'aménorrhée plus 6 jours, même si plus 6 jours, ça reste un prématuré. Et 37 semaines plus 0, c'est à terme. Donc, toutes les naissances doivent déclarer, donc, à partir de 22 semaines d'aménorrhée ou un poids de naissance supérieur, ici il y a une faute, supérieur ou égal à 500 grammes. À partir de 500 grammes, on récupère, on réanime. C'est les limites de viabilité. Dans ces cas-là, ce n'est pas des produits d'avortement, mais un nouveau-né. En Algérie, on parle plus de 26 semaines d'aménorrhée où on récupère. C'est ça, les moyens qu'on a, c'est la limite où on peut récupérer quelqu'un. Il y a 3 catégories de prématurés. Il y a les très grandes prématurités, ce qu'on appelle le prématurisme. C'est entre 24 à 28 semaines d'aménorrhée. On a la grande prématurité, c'est entre 28 semaines à 32 semaines d'aménorrhée. On a la prématurité modérée, c'est entre 32 à 37 semaines d'aménorrhée. Il y a 2 types de circonstances. Soit c'est une prématurité induite, c'est-à-dire par décision médicale de sauvetage maternel ou fœtal, et on a une prématurité spontanée, c'est-à-dire en cas de menace d'accouchement prématuré, d'infection néonatale précoce bactérienne. Donc là, c'est pas une menace d'accouchement prématuré, en cas de procréation médicalement assistée. Voilà. Elle est spontanée en cas de... même dans la menace d'accouchement prématuré, généralement, on a des prématurés, hein, c'est le même cas. Mais là, c'est tout ce qui est donc infection et procréation assistée. Dans ce cas, c'est spontané. Et induite dans le cas de décision médicale. Pour les définitions du retard de croissance intra-utérin, un retard, ça veut dire que c'est anormal. Après, c'est pas forcément pathologique, ça peut être constitutionnel. Quand le poids est inférieur au 10e percentile, c'est un petit pour l'âge gestationnel. Il est juste petit, normal, c'est pas pathologique. C'est dans, comme on dit en français, c'est dans les petits flacons que se retrouvent les meilleurs parfums. Donc là, c'est juste la normale, c'est juste normal, juste c'est petit. Pour un retard de croissance intra-utérin où on a une restriction de la croissance fœtale, on l'appelle aussi comme ça, c'est un petit pour la gestationnelle, mais avec des arguments pathologiques. Par exemple, un infléchissement ou un arrêt de croissance, des anomalies du bien fœtal, un Doppler ou un oligomyose qui n'est pas normal. Donc, c'est un retard de croissance. Dans ce cas, il n'est pas sans risque. Il est lié à la génétique, c'est un petit pour la gestationnelle avec des arguments pathologiques d'ordre obstétrical. Pour le petit âge gestationnel sévère, là c'est inférieur au 3e percentile. C'est comme un retard de croissance intra-utérin, mais c'est plus sévère. Automatiquement, dans ce cas, c'est anormal. C'est une restriction. C'est un retard de croissance intra-utérin pathologique. C'est pas juste un petit pour la gestationnelle. Donc, en retard de croissance intra-utérin, on distingue 2 catégories. Donc, comme dans le cas de la prématurité, on a parlé du prématurisme, de la grande prématurité et de la prématurité modérée, dans le retard de croissance intra-utérin aussi, on va parler de 2 catégories. On a
le retard de croissance intra-utérin homogène, symétrique, harmonieux, c'est-à-dire poids, taille et périmètre crânien, tous ils sont diminués. Donc automatiquement, vous allez comprendre que c'est plus grave, car dans ce cas, le cerveau est touché. Ils sont tous les trois inférieurs au 10e percentile. Mais dans le cas où c'est inhomogène, disharmonieux, asymétrique, dans ce cas-là, le périmètre crânien, le cerveau n'est pas touché, il est épargné. Donc il aura une grosse tête, puis le reste va être diminué. Donc vous comprendrez que c'est mieux. Car tout dans la pédiatrie, c'est l'enjeu du cerveau. Ok. Donc je vais vous dire aussi une petite remarque que toute prématurité spontanée non expliquée est une infection jusqu'à preuve du contraire. Il faut savoir que dans un tiers des cas, on ne retrouve pas la cause. Et un prématuré, c'est plus on parle plus d'infectieux. L'infectieux joue un rôle important. Maintenant, l'intérêt de la question, ça nécessite une prise en charge spécifique. Les étiologies, elles sont multiples, inexpliquées presque dans 50% des cas pour la prématurité. Le diagnostic doit être précoce. Le pronostic, il est mis en jeu, j'ai dit, court, moyen et long terme. Il faut un suivi donc à long terme et une prévention si elle est possible, bien évidemment. Bien sûr, on doit surveiller la croissance staturo-pondérale et cérébrale. Il y a une surveillance qui doit être faite. On commence par la prématurité. La prématurité, déjà, le diagnostic repose sur l'évaluation de l'âge gestationnel. Est-ce que c'est inférieur à 37 semaines d'aménorrhée? L'EEG, il faut savoir qu'il donne la maturité du cerveau plus ou moins une semaine. Donc, comment on va... Il y a des critères anténatales d'abord, comme la date des dernières règles. C'est là, elle peut fausser de 2,5 semaines, 2 semaines et demie. On a la date de fécondation pour la PMA, donc là c'est très précis, c'est plus ou moins une journée. Après, on a l'échographie de datation. Là, c'est plus ou moins 5 jours. Après, on a donc voilà, avec la mesure du LCC qui est objectif. Et puis, on a les critères néonatals en soi. Les critères néonatals, on a déjà un examen neurologique somatique de phare. On a un examen somatique de phare, neurologique d'Amiel Tisson. Donc, on a un examen neurologique, un examen somatique de phare et un examen neurosomatique. Les deux, il regroupe les deux, il est quand même plus fiable. Donc, ça dépend de l'évolution, le terme et ce qu'on recherche. Donc, on utilise ces trois-là. Et le EEG, comme je vous ai dit, il donne une précision quand même assez spectaculaire. Plus ou moins une semaine. Donc là, je voulais juste partager avec vous l'anecdote. C'est que pour la prématurité, il y a des génies, des artistes qui sont prématurés. Il y a beaucoup de génies et d'artistes qui sont prématurés. Parmi eux, je vous donne des exemples. C'est-à-dire pour vous dire que ça ne veut pas dire il est prématuré. Ça veut dire on ne peut pas le récupérer, il est débile, il est nul, il a pas... Tu vas... Non, c'est pas ça. Donc, on a Einstein, c'est un prématuré. Napoléon Hill, c'est un prématuré. Voltaire, c'est un prématuré. Newton, c'est un prématuré. Picasso, c'est un prématuré. Et je peux continuer comme ça toute la journée. Il y a beaucoup, beaucoup de prématurés qui sont des génies et des surdoués. Ça ne veut pas dire que si tu es prématuré, tu vas être surdoué, mais ça n'empêche rien du tout. Très bien. On ferme la parenthèse et on continue. Le cours est assez long. Donc, pour le diagnostic étiologique, pourquoi cet enfant, cet nouveau-né, ce bébé est prématuré? Il y a des causes déjà auparavant maternelles, comme des anomalies utérines, des malformations, des béances cervico-ismiques. Là, on doit faire un cerclage, des synéchies, des infections, comme j'ai dit, dans 50% des cas, des facteurs favorisants, comme les âges extrêmes inférieurs à 18 ans, supérieurs à 35 ans, la multiparité, le recours à la procréation médicalement assistée, une mère célibataire, il y a plus de stress dans ce cas, des grossesses non désirées, des travaux ou trajets pénibles dans ce cas. euh, L'exemple par exemple de délégué médical, il aura des routes à faire et tout, donc dans ces cas c'est pas favorable à la situation de gestante. On a les conditions socio-économiques défavorables, la consommation de tabagisme et de toxiques. On a aussi des causes ovulaires comme les grossesses multiples,
Donc là, c'est juste dans la moitié des cas. Donc les uns seront prématurés, les autres non. Les infections intra-utérines, les chorioamniotites, les ruptures prématurées des membranes et l'hydramnios. Voilà, donc quand on remarque au fait que la croissance du fœtus régresse, on peut décider de l'extraire de ce milieu qui ne favorise pas sa croissance. Ok? On a les décisions médicales, les pathologies vasculaires placentaires, les prééclampsies le retard de croissance intra-utérin sévère, les accidents hémorragiques, l'HRP, le décollement placentaire, le PP, le placenta prévia, les souffrances fœtales aiguës chroniques, le diabète maternel, les incompatibilités résus, les pathologies maternelles graves. Donc là, les décisions médicales, c'est-à-dire quand on sait que le milieu utérin n'est plus favorable, il va plus l'aider à croître normalement, donc on va l'extraire. C'est mieux comment on va le gérer en réanimation et en salle, donc par nous-mêmes. Voilà, c'est pratiquement les causes. C'est un tableau récapitulatif et important. À retenir, je l'ai déjà dit, que la prématurité est de cause inexpliquée dans 30 à 50% de cas et toute prématurité inexpliquée, c'est une infection néonatale bactérienne précoce jusqu'à preuve du contraire. Pour les complications de la prématurité, les complications sont partout car tous les organes sont touchés, c'est une prématurité. Donc elles sont liées à quoi? À l'immaturité fonctionnelle globale des organes du prématuré, c'est simple. Voilà, donc il y a certains organes aussi qui ne vont pas suivre, comme les poumons, la peau, voilà, il y a des organes qui sont capables d'accélérer leur maturation, d'autres comme le système nerveux et tout, ils ont leur propre rythme. Voilà, donc chez le prématuré, ça ne va pas suivre le schéma fœtal. Donc, on va faire un petit récap pour ces complications. Donc, l'hypothermie, l'hypoglycémie et l'hyperglycémie. Pourquoi? Car il y a l'immaturation de la régulation glycémique, l'hypocalcémie. Pour l'hypoglycémie, il n'y a pas de réserve, car il n'y a pas de réserve. Pour l'hyperglycémie, pourquoi? Car l'insuline, il n'est pas mature. Donc, il y a un diabète transitoire. On a la proinsuline qui ne se transforme pas en insuline. Le pancréas, il est immature. Donc c'est pour ça qu'on parle d'insuline qui n'est pas mature. Quand il n'est pas mature, donc elle ne se transforme pas la proinsuline en insuline. Donc il y aura un diabète transitoire. Les complications respiratoires, on a la maladie des membranes hyalines, l'hypertension artérielle pulmonaire persistante, les infections pulmonaires, les apnées et bradycardie. C'est dû à l'immaturité de l'hypothalamus qui peut être mortelle. Cardiaque, on a la persistance du canal artériel, la PCA, à dépister systématiquement. Ils font beaucoup de PCA, les prématurés, car il y a un risque de surcharge. En fait, le canal artériel, il est ouvert, donc on tolère jusqu'à un mois. Après, on parle de persistance du canal artériel. On va le fermer par un INS, sinon on opère carrément quand c'est une insuffisance cardiaque, on fait une écho-cœur, puis pour le diagnostic, les INS aussi. Pourquoi on les donne? Parce que c'est des vasoconstricteurs. Pour digestif, tout est immature, donc il n'y a pas de barrière microbiote qui est bien faite. Donc il y a l'immaturité de la coordination, succion, déglutition jusqu'à 35 semaines. Un syndrome de stase pylore duodénal, il ne digère pas. Un syndrome de bouchon méconial, l'iléus fonctionnel du prématuré. Et on a l'entérocolite ulcéro-nécrosante, le CUNI. Elle est redoutable, on va voir par la suite. En la neurologique, vous avez l'hémorragie péri et intraveineuse, l'HPIV, et on a la leucomalacie périventriculaire, l'LPV. C'est une paralysie cérébrale. Conséquence de la LPV, on aura une paralysie cérébrale. Euh, voilà, en fait, c'est une IMC, c'est une infirmité motrice cérébrale. Il y a des ondes d'ischémie. Tout ce qui est neurologique, c'est très précoce. Dans les premières minutes, ça persiste, pronostic à long terme. On doit dépister l'HPIV et l'LPV. Pour ce qui est hématologique, vous avez l'anémie du prématuré. Euh, il y a une hyporégulation, donc voilà, on a l'ictère du prématuré.
Voilà, donc pour ce qui est anémie, donc l'érythropoïétine, ça va être une hormone qui n'est pas suffisante. Il n'y a pas de stock, etc. Donc, en fait, le stockage du fer, c'est au troisième trimestre. Donc, système prématuré, il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps de faire ça. Et l'érythropoïétine aussi, elle est insuffisante. Donc, c'est au T3, il n'y a pas de stock. Tout ce qui est rénal, tubulopathie de prématuré, immunologique, sensibilité aux infections materno-fœtales et nosocomiales. Voilà, pour ce qui est hématologique, on supplémente bien sûr en fer, en érythropoïétine et on limite les prélèvements. Le fer, on va le donner à dose préventive, pas curative, et on le garde jusqu'à l'alimentation. Voilà, faut juste faire un bilan, faut pas le spoiler. Il perd beaucoup par rapport au CC qu'il a, par rapport au millilitres qu'il a déjà. Il n'a pas beaucoup, donc faut pas enlever beaucoup. Très bien, ça c'est le tableau récapitulatif en long et en large des pathologies. Donc on va parler juste de quelques-unes. On a la maladie des membranes hyalines. C'est quoi? C'est un déficit en surfactant. Donc ça conduit à quoi? Ça conduit à pas de surfactant. Il n'y a pas le surfactant qui va maintenir les alvéoles toujours ouverts. Donc on aura le collapsus alvéolaire. Donc le traitement c'est quoi? C'est l'instillation endotrachéale du surfactant exogène dès la naissance plus la ventilation en pression positive. Une fois né bien sûr. Voilà, donc le traitement, c'est le surfactant qu'on va donner. Mais après, avant ça, si on a repéré tout ça, on peut donner chez la maman, si on sait qu'il y a il va naître avant 34 semaines. Donc là, on va donner la corticothérapie prénatale maternelle chez la maman. C'est 2 injections intramusculaires de corticothérapie bêta-méthasone à 24 heures d'intervalle dans le but d'accélérer la maturation pulmonaire du surfactant. Très bien, avec bien sûr une évolution possible pour la MMH vers la dysplasie bronchopulmonaire, la DBP. Donc ça, c'est l'antise. Quand on donne plus de 28 jours avec O2 et tout, donc là, on peut avoir carrément une dysplasie bronchopulmonaire. Pour l'entérocolite ulcéro-nécrosante, donc là, faut alimenter, il faut donner une alimentation très rapidement et très doucement pour éviter l'entérocolite ulcéro-nécrosante, cette pathologie qui est multifactorielle, qui est grave, euh, pouvant se compliquer carrément de perforation. On va le voir, c'est le stade 3 qui va donner après des pneumatoses, l'air qui va rentrer avant la perforation. C'est l'étape avant la perforation. C'est quoi? C'est la pneumatose. C'est une indication à la chirurgie que ça va éclater. On a 3 grades. On a le premier. Vous avez juste apnée, bradycardie, distension abdominale, intolérance alimentaire. C'était un iléus paralytique. Puis deuxième stade, c'est prouvé, c'est bon. Il y a les signes précédents plus les rectorragies qui vont prouver. C'est une pneumatose intestinale, j'ai dit. C'est une infiltration gazeuse dans la paroi intestinale. C'est avant la perforation. Puis on a le stade 3 compliqué. Les signes précédents avec un choc septique, c'est un pneumopéritoine. Le traitement il est médico-chirurgical, tout simplement. Bon, ça c'est les complications tardives. Quelles sont les complications tardives? Déjà, on a les séquelles respiratoires. Ils deviennent dépendants à l'O2. Par exemple, l'MMH et tout, c'est aggravé par des facteurs comme l'oxygénothérapie prolongée et l'hyperoxie. Voilà, donc ça aggrave. Quand on donne l'O2, on a dit ça peut aller jusqu'à avoir une dysplasie bronchopulmonaire. En fait, c'est ça. C'est les 2 premières années de vie qu'elles surviennent. On a la dysplasie bronchopulmonaire au poumon, on l'appelle poumon déventilé. C'est quand on donne une oxygénothérapie et qu'il sera oxygénodépendant au-delà de 28 jours de vie. 28 jours d'O2, on n'arrive pas à l'enlever. C'est un facteur de risque de dysplasie bronchopulmonaire. On a aussi la susceptibilité des bronchiolites. Pour prévenir, on va donner le palivizumab. Ok. En fait, c'est quoi les bronchiolites? C'est les grippes des nourrissons. Et on a l'hyperréactivité bronchique. C'est un asthme, en fait. C'est un asthme ultérieurement. Très bien. On a aussi des séquelles neurologiques, comme la paralysie cérébrale,
ce qu'on appelle l'infirmité motrice cérébrale. En fait, c'est l'LPV, c'est l'LPV qu'on a vu, HPIV, surtout la LPV, on les a déjà vus dans le tableau. On a les troubles cognitifs et développement psychomoteur. Là, on donne la caféine, mais ce n'est pas du café comme on le boit nous adultes, c'est spécial pour stimuler le centre hypothalamique. On a les troubles du comportement, troubles du langage, séquelles sensorielles, les rétinopathies du prématuré. Là, c'est-à-dire les vaisseaux de la rétine, ils deviennent rigides dû à l'oxygène et il y a le risque carrément de cécité. On a aussi les troubles psychoaffectifs puisque l'enfant il va pas voir sa maman puisqu'il va toujours être dans les salles de naissance et tout. C'est pas la même chose pour son développement psychomoteur. Voilà. Normalement j'ai tout dit. Pour les séquelles digestives, on a dit le CNU, la sténose du pylore, le reflux gastro-œsophagien. Pourquoi? Parce que le sphincter inférieur de l'œsophage est immature. Trouble de la croissance staturopondérale, il va être petit, de taille, chétif et tout. Pour le pronostic, 50% c'est les nouveau-nés prématurés. 50% de la paralysie aussi c'est chez les prématurés. La mortalité elle est plus élevée quand il y a une association au retard de croissance intra-utérin. Donc quand il y a une association, c'est encore plus grave. Donc on doit déjà prévenir, dépistage et prévention primaire. Donc là, dans la primaire, on va carrément éviter, ok, on va lutter en diminuant les grossesses multiples, adaptant le travail, les congés, la surveillance, la prise en charge, le traitement des malformations, le cerclage de l'abéance cervicale, la prise en charge précoce des accouchements prématurés, etc. Donc là, on va carrément éviter. Après, si on n'a pas fait ça, on va aller vers la prévention secondaire. C'est-à-dire, on va juste prévenir les complications, gérer avant que ça soit compliqué. Donc, un accouchement à proximité, une bonne réanimation, une corticothérapie si c'est avant 34 semaines, réchauffé, intubé, l'incubateur, avec, voilà, réchauffé, séché et tout, le polystyrène sur la tête, les mesures d'asepsie stricte, la nutrition entérale, rapide, précoce, prudente, progressive euh, pour éviter donc la rectocolite ulcéro-nécrosante, prévention des apnées avec la caféine avant 32 semaines et prévention aussi des bronchiolites par les immunoglobulines monoclonales anti-VH, le palvizumab, c'est les IG palvizumab, euh, immunoglobulines palvizumab pour prévenir les bronchiolites. Aussi, on va prévenir l'anémie du prématuré, prélèvement, on va les quantifier, on va administrer l'érythropoïétine, la supplémentation en fer, j'ai déjà parlé, et tout au long, on va surveiller. Voilà, ça c'est la prévention primaire et secondaire. Voilà, c'est tout ce qu'il y a par rapport à la prématurité. Retenez LPV, HPLV, ECNU, MMH, toutes les complications, juste les étiologies c'est facile, la définition c'est facile. Voilà, c'est tout ce que vous devez retenir. Là, on va voir un peu les retards de croissance intra-utérin. En fait, déjà, je vais commencer par le commencement. Le retard de croissance intra-utérin, les pièges que vous allez avoir dans les QCM, c'est que, contrairement aux prématurés, le retard de croissance intra-utérin, il ne fait pas d'hyperglycémie. Ok? Parce que l'insuline, elle est mature. Voilà. Quand on a un retard de croissance intra-utérin, généralement, vous aurez un petit poids de naissance inférieur à 2,5 kg. Et là, les complications pour ce qui est du RCIU, du retard de croissance intra-utérin, c'est plus respiratoire, plus. Ok? Vous aurez des hémorragies alvéolaires, des inhalations du méconéum, une souffrance fœtale chronique en fait. Donc, on va commencer par le diagnostic positif. Vous avez déjà des critères anténatales, une hauteur utérine insuffisante, une échographie de biométrie, donc la deuxième, troisième trimestre, vous aurez RCU précoce et sévère pour le deuxième trimestre, ça permet de diagnostiquer. Et aux alentours de 32 semaines d'aménorrhée, donc là, ça permet de diagnostiquer plus tardivement. Les critères néonatals, on appelle fœtus araignée petit vieux. Il est tout petit, maigre,
une grosse tête, une peau plissée, striée, des desquamations au niveau des mains et des pieds, un espace intercostal bien visible. Si vous allez voir une photo, tapez sur Google un fœtus araignée ou de petits vieux RCIU, vous allez voir la photo. C'est caractéristique. Vous allez reconnaître des yeux grands ouverts. Voilà, soit on a dit disharmonieux ou harmonieux. Disharmonieux, on a dit ça prédomine sur les pieds. Début plus tardif, meilleur pronostic. L'origine souvent elle est vasculaire. Pour l'harmonieux, on a dit tout avec le périmètre cérébral, c'est inférieur à 10e percentile. Le début il est plus précoce, le pronostic il est plus sévère. Là, c'est souvent chromosomique, génétique et infectieux. Voilà, plus ça débute précocement, plus la taille et le périmètre crânien risquent d'être touchés, plus c'est de moins bons pronostics. Le diagnostic étiologique, on a l'harmonieux, le disharmonieux. Pour l'harmonieux, on a dit déjà chromosomique, génétique, infectieux. Donc vous avez les embryophotopathie infectieuse, toxiques, métaboliques. Vous avez les syndromes malformatifs, les aberrations chromosomiques, les autres syndromes et les grossesses multiples. Pour ce qui est disharmonieux, c'est un peu la même chose comme la prématurité, les causes maternelles, la malnutrition, l'hypoxie chronique, l'anémie, la cardiopathie cyanogène, les syndromes vasculo-rénal, l'HTA, le diabète, le lupus, le SAP, les néphropathies chroniques. On a les causes placentaires et féniculaires. Voilà. Et ça reste aussi d'une cause inexpliquée dans 20 à 30% des cas. Pour les complications, elles sont essentiellement liées à l'hypoxie fœtale chronique ou à l'insuffisance de réserve fœtale, lipides plus glycogène. La mortalité et le risque de certaines complications augmentent en cas de prématurité associée. On a dit que quand il y a une prématurité associée, c'est plus grave. Maintenant, si vous avez un retard de croissance intra-utérin, le pathologique, bien sûr on parle du pathologique ici, vous aurez une souffrance fœtale chronique. Pas assez de sang qui arrive au fœtus au fait. C'est pour ça que vous allez avoir cette souffrance et c'est pour ça que vous allez avoir ce retard. Donc on a les complications précoces métaboliques. Vous voyez, il n'y a que hypothermie, hypoglycémie, hypocalcémie, hypoalbuminémie. Il n'y a pas d'hyperglycémie, retenez ça. Respiratoire, hémorragie alvéolaire, inhalation méconienne et le MMH. Surtout quand c'est associé à la prématurité. Ok, retenez le MMH, c'est plus la prématurité. Cardiaque, insuffisance cardiaque. Vous avez digestif, le CU toujours, c'est l'hypoxie chronique qu'il donne. On a neurologique, il saigne facilement dans le cerveau, donc vous aurez l'asphyxie périnatale et l'hémorragie intraventriculaire. Vous allez retenir qu'il n'y a pas d'LPV et il n'y a pas d'HPLV ici, pour le neurologique. Pour ce qui est rénal, vous avez la nécrose tubulaire aiguë, l'insuffisance rénale transitoire, immunologique, susceptibilité aux infections, il s'infecte très vite le petit qui ne se défend pas, qui n'est pas bien, et on a hépatique, la cholestase et tout, et les anomalies congénitales à rechercher systématiquement les malformations cardiaques et tout. Rechercher les malformations associées. Voilà, ça peut rentrer dans un syndrome malformatif. Pour les complications tardives, on a les risques somatiques de retard statural définitif, ça c'est dans 13% des cas. Risque de syndrome métabolique, de diabète, d'obésité à l'âge adulte, donc il faut les suivre. Et risque accru d'HTA à l'âge adulte. Pour les risques neurologiques, un retard neurodéveloppemental par anomalie du PC, donc en cas de RCU disharmonieux au fait, on l'a déjà dit, et neurologique, on a un retard neurodéveloppemental, on a dit épilepsie et paralysie cérébrale. Mais elle est plus fréquente si la prématurité est associée, s'il y a une LPV, comme on l'a déjà dit. La LPV, c'est elle qui donne la paralysie cérébrale. Pour le pronostic, il est plus sévère s'il y a une prématurité associée, s'il y a un caractère harmonieux du RCIU, si il est inférieur au 3e percentile, si il est de cause génétique, infectieuse ou toxique. Donc là, de cause infectieuse, génétique ou toxique, on revient toujours au caractère harmonieux, car c'est ces causes. Puis, on a les anomalies de croissance postnatale. Alors, c'est-à-dire, on parle toujours d'un périmètre crânien. Si toujours le périmètre crânien, il est aussi touché,
et s'il y a une prématurité associée. Voilà, donc retenez-moi que le RCUI, ok, pour le retard de croissance intra-utérin, le devenir c'est quoi? C'est un devenir somatique et neurologique. Il n'y a que ces deux complications. Somatique, c'est-à-dire il va devenir un nain. Voilà. Jusqu'à 3 ans, normal, il peut récupérer. Sinon, il est candidat aux hormones de croissance. Euh, voilà, sinon, il va rester petit. Jusqu'à 3 ans, on va attendre, il peut récupérer. Sinon, on donne les hormones de croissance. Sinon, il reste petit toute sa vie. Et on a un devenir neurologique. C'est tout ce que vous devez retenir. C'est assez simple. Pour la prévention concernant le retard de croissance intra-utérin, toujours on a la prévention primaire, c'est-à-dire on va essayer directement de ne pas avoir ce retard de croissance utérin en luttant contre ses causes, la diminution des grossesses multiples, arrêt de toxiques, prévention des infections, traitement préventif, surveillance mensuelle de la hauteur utérine, surveillance échographique. Si on n'est pas arrivé là, c'est bon, on est dans le retard de croissance, on va prévenir les complications. Un accouchement toujours à proximité, pardon, réchauffé, séché, les mesures d'asepsie pour ne pas avoir des infections car c'est la cause dans la moitié des cas. Nutrition entérale pour prévenir la nécrose rectocolite ulcéro-nécrosante. Voilà, donc on va décider d'extraire si le milieu où il croit n'est plus bien pour lui. On va dépister, prendre en charge et tout. Et on va donner l'hormone de croissance s'il y a absence de rattrapage statural après l'âge de 3 ans, comme j'ai dit. Sinon, on le condamne à être petit définitivement. Pour conclure mon cours, le nouveau-né prématuré et ayant un retard de croissance intra-utérin sont à risque de morbimortalité élevée. La lutte contre les complications précoces ainsi qu'un suivi au long terme des séquelles sont indispensables afin d'améliorer le pronostic et je vous remercie.